Bonsoir à toutes et à tous, chers Mauritaniens de l'étranger, chers Mauritaniens de la diaspora. Bonsoir Seydou. Bonsoir Djadji et bienvenue sur rmiinfo.com. Les 13 et 27 mai, les Mauritaniens sont appelés aux urnes pour les élections municipales, régionales et législatives. Pour la première fois de l'histoire politique de notre pays, le législateur a décidé de créer 4 circonscriptions pour que les Mauritaniens de l'étranger puissent élire leurs députés à l'Assemblée nationale mauritanienne. Ici en Europe, 15 personnes sont en lice. Dans le cadre de ces élections législatives, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces candidats qui ont décidé de solliciter vos suffrages. Nous avons organisé une série d'entretiens avec ces candidats afin de découvrir leur programme, leurs propositions. Voici le premier candidat que nous allons recevoir ce soir dans le cadre de cette émission. Nous sommes avec le docteur Baboubou, candidat de la coalition Sawab Rag, le parti Rag qui est la réforme de l'action, le parti de la réforme et de l'action globale en Mauritanie. Bonjour Monsieur Ba. Bonjour Monsieur So. Alors vous êtes peut-être pas connu du grand public, vous êtes candidat pour les députés des Mauritaniens à l'étranger pour la zone Europe, pour cette circonscription-là. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas encore et expliquer rapidement votre parcours? Bonjour Monsieur So, bonjour RMI Info. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité à ce moment précis de la campagne électorale. Je suis Monsieur Ba, candidat pour la coalition de l'alternance démocratique Jaune Europe. La coalition de l'alternance démocratique dont le président Biram Daoul Abeid est à la tête. Donc je pense que pour être précis et concis, je vous remercie et je représente la coalition de l'alternance démocratique dont Biram Daoul Abeid est à la tête de cette grande coalition. D'accord. Pour vous, quel est le sujet urgent pour la diaspora mauritanienne pour cette circonscription de la zone Europe et quelle solution vous proposez ou quelle solution proposez-vous? Le sujet le plus urgent, M. So, je pense que partout où je suis passé, la diaspora mauritanienne pose la même question. Quelle est cette question? Nous sommes devenus apatrides, nous sommes devenus des sans-papiers, nous sommes devenus des sans-emploi. L'État nous a discriminés. C'est surtout la question de recensement qui revient en boucle. À Miro, c'est la même question. À Paris, c'est la même question. À Rouen, c'est la même question. À Montreuil, c'est la même question. Je serai le député qui réconciliera l'état civil mauritanien avec sa population vivant en Europe. C'est surtout la question de recensement. Je ferai en sorte que tous les Mauritaniens soient recensés sans distinction, je dis bien. Et les Mauritaniens de toute communauté confondue seraient recensés quand je serai élu député le 13 mai, Inch'Allah. D'accord. Et quelle est la solution? Comment tisser le lien justement et comment faire en sorte que les gens soient recensés? Alors, c'est très simple, M. So. Dans un premier temps, les solutions sont nombreuses. Pour ce qui me concerne, mon parti, déjà j'ai établi un programme avec la diaspora, pour la diaspora et par la diaspora. Cette question de recensement, les solutions que je vais proposer quand je serai élu, premièrement, je mettrai en place une commission mobile de recensement. La commission mobile de recensement, on a vu en 1998, lors de recensement, ces commissions mobiles sillonnées en Europe, de foyer en foyer, de ville en ville. Et au niveau national aussi, on a vu ces commissions mobiles de recensement sillonner tous les pays, de village en village. Ça, c'est la première solution, mettre en place une commission mobile de recensement. D'accord. Deuxième solution, je mettrai en place des services consulaires honoraires. On a vu qu'en Mauritanie, il existait des services consulaires honoraires à Rouen. Ces services n'est plus en place. Nos pays voisins l'ont mis en place. Je prends l'exemple du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie. Ces consuls honoraires auront pour but de recenser les Mauritaniens partout où ils se trouvent au niveau de Jaune Europe. D'accord. Alors, que pensez-vous de l'idée du Haut Conseil de la diaspora? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra mettre en place? Bien sûr que oui. D'ailleurs, c'est la troisième grande thématique de mon programme. Parce que mon programme est composé de 4 grandes thématiques. La première thématique, c'est réconcilier les Mauritaniens de la diaspora avec leur propre état civil et leurs services consulaires. Deuxième thématique, c'est la mise en place de services consulaires honoraires. La
troisième thématique qui est la création d'un conseil représentatif des Mauritaniens de la diaspora. Ce conseil serait une structure inclusive, non discriminatoire, fédérative, qui serait une structure indépendante et légitime, qui aura tous les pouvoirs de mener ou de travailler ensemble avec la diaspora afin de pouvoir trouver une solution à nos problèmes, aux problèmes de la diaspora Europe. D'accord. D'un point de vue économique, quel est le rôle de la diaspora? Quel est le poids de la diaspora en fait, d'un point de vue économique? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est une très bonne question, M. So. Vous savez que le dernier rapport de FMI qui a été publié sur la Mauritanie en 2021, FMI, dans sa projection 2023, la diaspora mauritanienne représente une mine d'or, c'est-à-dire la diaspora mauritanienne, le fonds qu'elle investit va au-delà de 1 million de dollars par an. Ça, c'est une projection du rapport de FMI qui a été publié en 2021. Je vois que le rapport de FMI qui a été publié aussi sur la diaspora sénégalaise, la diaspora sénégalaise représente environ 12% du PIB du Sénégal. Ce qui veut dire que la diaspora est une économie à ne pas négliger. Quand je serai élu, je ferai en sorte qu'il y ait désormais des assises diaspora, investissement et entrepreneuriat. D'accord. Comment rapprocher la diaspora de l'ambassade ou du consulat et du pays? Par exemple, on voit que le lien est rompu parfois entre la diaspora, l'ambassade, le consulat et le pays. Comment le rapprocher? Comment les unir? Comment tisser le lien? C'est vrai, c'est une très bonne question. Là encore, partout où je suis passé, je vois que c'est toujours la même question qui revient de nos concitoyens vivant en Europe. C'est quoi cette question? Nous voudrons être respectés quand on arrive au service consulaire et au service diplomatique. Pour cela, moi je pense qu'il serait mieux et il est temps de faire en sorte que quand nos concitoyens arrivent au service consulaire et diplomatique, soient mieux traités, mieux orientés, mieux respectés. Au regard du droit public international, les services consulaires et les services diplomatiques n'ont rien d'autre qu'un territoire mauritanien. Je serai le député qui donnera la dignité à cette population vivant en Europe. C'est noté. Alors, il nous reste deux questions. Il y a 14 candidats qui sont en liste. Pourquoi on devrait voter pour Boubouba, Docteur Boubouba? C'est simple, c'est une très bonne question. Je me souviens, lorsque j'étais à Montreuil à la rencontre de la diaspora me disait, Monsieur Ba, vous savez, ce qui vous différencie des autres candidats, c'est le fait que vous êtes juriste de formation, vous êtes docteur en droit, vous êtes un cadre au sein du ministère de la Justice, particulièrement l'institution judiciaire française. La diaspora me disait que, par définition, qu'est-ce qu'un député? Un député, c'est un législateur, c'est un représentant du peuple. Moi, j'ai défini le député comme étant l'avocat du peuple. Je serai l'avocat de la diaspora, je serai le procureur général de la diaspora, je serai le juge d'instruction de la diaspora. La seule chose qui me différencie aux autres candidats, c'est que je sais comment mener un débat parlementaire. Je sais qu'est-ce qu'une loi. Je sais d'où vient une loi. Je sais où va la loi. Qu'est-ce que sert la loi. Donc la qualité dont je dispose, c'est que 1. Juriste de formation. 2. Docteur en droit. 4. Agent ou cadre au sein d'une institution judiciaire, en commençant par la Cour de cassation. J'ai été là-bas pendant 2 ans, la Cour de cassation française. Aujourd'hui, je suis juriste au palais de justice de Pontoise. Je pense que mes bagages juridiques et judiciaires me permettront d'être les candidats le mieux élu, le mieux adapté pour défendre la diaspora au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale mauritanienne. Alors la dernière question, on sait que vous êtes candidat d'une coalition, Sawab et le parti RAG, qui ont des emblèmes. Que signifie l'emblème de ces partis? Alors, les lions. Notre emblème, c'est les lions. D'accord. Vous savez que représente le lion? Oui, les lions, ça représente Brahim Oulda Abeid. D'accord. Brahim Oulda Abeid, c'est un lion, un combattant. Nous savons tous que cet homme a donné sa vie, la vie de sa famille, pour défendre nos droits, nos libertés. Cet homme, qu'on le veuille ou pas, il est leader principal de l'opposition mauritanienne. Monsieur So, je pense que, oui, on peut ne pas être d'accord avec Brahim Oulda Abeid, mais fort il est de constater que Brahim Oulda Abeid, il est constant dans ses luttes, dans ses combats, le lutte contre les injustices multiformes et multidimensionnelles.
qui cancérise la République islamique de Mauritanie. Je pense que les lions représentent la force, la victoire, le courage et le changement. D'accord. Merci, Dr Ba. C'est la fin de cet entretien. Nous vous souhaitons une bonne fin de campagne et bonne chance pour l'élection. Merci beaucoup, M. So, et merci beaucoup, RMI Info. Je vous remercie et j'espère qu'on aura d'autres occasions afin que je puisse présenter mon programme A par A, B par B, un programme bien détaillé avec toutes les mesures les plus urgentes et les propositions de loi que je compte soumettre à l'Assemblée demain quand je serai député de la République, député de la diaspora Europe. Merci beaucoup. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat de l'UFP pour les élections législatives pour représenter le député des Mauritaniens de la diaspora pour la zone Europe. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux personnes qui ne vous connaissent pas encore? Je m'appelle Ba Ousmane, originaire de Tokomadji au Gorgol. Oui. Je suis membre du Conseil national de l'UFP et fédéral du parti au niveau de l'Europe. Et je vis en France depuis une dizaine d'années. D'abord, j'étais au Portugal et je me suis implanté ici. Et je représente le parti. Et maintenant, je me présente aux élections pour le député de la diaspora. Quelle est la raison de votre candidature? Pourquoi vous, M. Ba, vous vous êtes dit, même si quand même vous êtes un membre éminent de l'IFP qui est un parti historique en Mauritanie, vous vous êtes dit que vous allez représenter la diaspora mauritanienne en Europe? Bon, ce qui me pousse à me présenter d'abord, c'est... Avant tout, je m'excuse, je disais que je vous remercie de nous avoir offert votre plateau. C'est normal, c'est les aimabilités. Oui. Je suis candidat parce que c'est pour la première fois de l'histoire de la diaspora mauritanienne de participer au suffrage direct de ces législatives. Et donc mes camarades m'ont porté candidat pour représenter le parti à ces élections. Et il y a une part de votre volonté aussi? Ce n'est pas seulement vos camarades qui vous ont porté? Oui, je me suis déclaré candidat. Et on a fait un choix. Et le choix s'est porté sur moi. Ok, le choix s'est porté sur votre personne. Maintenant, M. Ba, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quel est le sujet le plus urgent pour la diaspora mauritanienne en Europe? Le sujet le plus urgent, d'abord, c'est rétablir le droit civique et politique des Mauritaniens de la diaspora. Premièrement pour le problème de l'enrôlement qui doit être rétabli, en tout cas dans l'état de droit, pour donner les Mauritaniens leur papier d'état civil. Et qu'il faut aussi produire et publier un manuel qui explique comment doit se faire l'enrôlement. Parce que les Mauritaniens en Europe rencontrent beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot, il y a des gens qui ont perdu leur titre de séjour à cause du papier de l'état civil. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui sont victimes, comme vous le dites? Il y en a eu beaucoup, mais je ne peux pas exiger. C'est très vague. Il y en a eu beaucoup, mais je ne peux pas dire exactement. C'est le nombre. Il y a beaucoup de Mauritaniens à peu près. Est-ce que vous voulez rencontrer? Est-ce que vous avez peut-être potentiellement une liste des personnes qui sont confrontées à ces problèmes que vous voulez soumettre aux autorités mauritaniennes ou en tout cas porter demain si jamais vous êtes élu? Bon, je n'ai pas pris une liste, mais il y a plus d'une vingtaine de Mauritaniens que je rencontre souvent qui posent le problème de l'état civil. Et un autre problème qui se pose, c'est le problème de la centralisation de l'inscription sur les listes électorales et les bureaux de vote au niveau de Paris. Parce qu'il était mieux que ça soit décentralisé dans toutes les capitales européennes et certaines villes principales de ces pays où se trouve une concentration des Mauritaniens. Parce que nous trouvons aujourd'hui qu'il y a une grande différence entre les dernières élections et ces élections pour le nombre d'inscrits. Je pense qu'avant, on avait eu plus de 7000 inscrits, vers les 8000 inscrits, et actuellement, on se retrouve moyen de 6000 inscrits.
ce qui fait que beaucoup de Mauritaniens n'ont pas pu se déplacer de pays à pays et de ville en ville pour venir s'inscrire. Mais justement, est-ce que ce qui fait défaut, ce n'est pas finalement la comptabilité du nombre de Mauritaniens, qu'on sache il y a combien de Mauritaniens qui sont en Europe, qui sont pour... Est-ce que ce n'est pas là le premier point qu'il faut savoir déjà? Oui, ça fait partie. Il faut d'abord recenser les Mauritaniens. Il faut qu'il y ait des consulats dans toutes les villes où il y a les ambassades de Mauritanie pour qu'on puisse savoir le nombre de Mauritaniens. Même ça rentre aussi dans le cadre de l'attribution du nombre de députés, parce que la diaspora n'a qu'un seul député et on ne sait pas exactement le nombre de Mauritaniens en Europe. Monsieur Ba, que pensez-vous de l'idée du Haut Conseil de la diaspora qui a été lancé il y a quelques années, qui n'a pas encore vu le jour? Est-ce que c'est utile? C'est dans mon programme. C'est très utile de faire, de chercher à créer un Haut Conseil de la diaspora mauritanienne pour que cette institution soit un relais entre l'autorité mauritanienne et les Mauritaniens de l'étranger pour régler leurs problèmes, pour étudier leur situation et pour permettre, en tout cas, à la diaspora mauritanienne de participer activement au développement du pays. Comme vous le dites, quand on parle de la diaspora, on parle souvent de participation au développement du pays. C'est potentiellement cela, ou bien c'est cela, mais est-ce seulement cela? L'aspect économique? Ce n'est pas seulement l'aspect économique, mais quoi d'autre? Il y a des attaches pour que les Mauritaniens qui s'établissent ici, que leurs droits soient traités par les autorités mauritaniennes avec les pays qui sont concernés où ils résident. Par exemple, le problème des allocations familiales, les Mauritaniens dont la famille est restée au pays, qu'ils veulent que leur famille touche leurs allocations, que ça puisse être payé par la Caisse nationale de sécurité sociale mauritanienne, même au même taux que les pays d'accueil. Mais aussi pour qu'ils essaient de régler les Mauritaniens qui ont travaillé en Mauritanie plusieurs années et qui sont établis en France, pour que les années passées en Mauritanie puissent être comptabilisées par la caisse d'assurance vieillesse. Okay. Tout ça, ça fait partie des problèmes. Parmi les problèmes, quand on parle des problèmes de la diaspora, on pense aussi à la double nationalité qui est désormais instaurée depuis un certain nombre d'années, déjà depuis quelques années, sous la présidence de Ghazouani. Est-ce que vous remerciez, vous saluez ce geste? Oui, je salue ce geste. C'est un geste, en tout cas, qui a pallié beaucoup de problèmes que les Mauritaniens ont rencontrés, parce que tu ne pouvais pas, pour aller en Mauritanie, si tu as une famille, il faut payer beaucoup d'argent pour les visas. Et c'est quelque chose de très bon, mais il reste encore, parce que c'est toujours discriminatoire. Si un Mauritanien a une nationalité étrangère, il ne peut pas se présenter pour certaines fonctions, il ne peut pas avoir certaines responsabilités en Mauritanie. Donc il faut revoir ce point-là. Il faut revoir ce problème. Alors, Monsieur Ba, il y a 14 candidats parmi vous, donc ce sera 15. Pourquoi il faudra voter pour Monsieur Ba Ousmane? Pourquoi il faudra voter pour l'IFP? Voter pour l'IFP, parce que c'est un parti qui est ancré sur l'échiquier politique mauritanien. Même si aux dernières élections présidentielles, votre score, je ne vais pas le rappeler ici, il est dérisoire. Oui, même si notre score était dérisoire, nous sommes un grand parti, et très ancré, dans l'échiquier politique mauritanien, où adhèrent toutes les forces vives de la Mauritanie, les femmes, les jeunes, les vieux, les retraités, les dockers, les paysans, les intellectuels. Et donc aussi toutes les composantes. C'est pas un problème si on a toute cette composante et qu'on ne fait pas de score assez important. Bon, vu la situation que connaît la Mauritanie, l'IFP c'est pas un parti populiste. L'IFP c'est pas un parti ethnique. C'est un parti d'intellectuels? Non, c'est un parti qui regroupe beaucoup de Mauritaniens, mais vu le discours qui existe en Mauritanie aujourd'hui, parfois il ne nous favorise pas parce qu'on ne fait pas le populisme. Généralement, le vote est tribal, ethnique, populiste, mais l'UFP c'est un parti qui a un discours unitaire, qui a un discours qui regroupe, qui rassemble. Alors, vous voulez être une partie qui rassemble, et l'emblème de votre parti, c'est une clé. Pourquoi une clé? C'est la clé du succès, c'est la clé qui ouvre. Les dernières élections étaient un succès? Bon, oui, c'était un succès parce qu'on a pu quand même s'adresser au peuple mauritanien, on a pu expliquer notre programme. Votre dernier succès électoral remonte à
Du parti, oui. Par rapport à quoi? Le dernier succès électoral du parti UFP remonte à quand? Je n'ai pas bien compris la question. Je dis le dernier succès électoral où on a eu un bon score. C'était en 2006, où on a eu une dizaine de députés, 10 mairies, et plus d'une centaine de conseillers municipaux sur l'ensemble du territoire national. Et maintenant, vous voulez être le prochain député des Mauritaniens? Je veux être le prochain député de Mauritanie de la diaspora. Et j'appelle tous les Mauritaniens de la diaspora de voter pour la liste que je dirige, mais aussi de voter pour toutes les listes de l'Union des forces de progrès, que ce soit ici, que ce soit au pays. Merci, M. Ba, d'avoir répondu à notre question. Merci. Chers compatriotes, chers Mauritaniens de la diaspora, maintenant nous recevons Baba Ahmed El Khair, le candidat de l'APP, l'Alliance populaire progressiste, le parti de l'ancien candidat à l'élection présidentielle, M. Massoudou El Khair. Bonsoir M. Baba Ahmed El Khair. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, vous sollicitez les suffrages des Mauritaniens de la diaspora pour l'élection législative qui aura lieu le 13 et le 27 mai 2023. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et dire qui vous êtes aux Mauritaniens de la diaspora et aux Mauritaniens de l'intérieur, bien évidemment? D'accord. Donc, je m'appelle Baba Ahmed El Khair. Je suis en famille ici en France, marié et papa de 3 enfants. Je suis en France, je vais approcher maintenant presque les 18 ans en France. J'ai grandi à Nouakchott, j'ai fait toutes mes études jusqu'à l'université à Nouakchott et je suis arrivé en France où actuellement je me retrouve plutôt dans le service social parce que j'ai entre autres diplômes, j'ai un diplôme d'éducateur spécialisé qui me permet d'exercer aujourd'hui en tant qu'éducateur dans la prévention spécialisée. D'accord. Donc grosso modo, voici résumé un petit parcours. Alors les Mauritaniens de la diaspora en France, en Belgique, en Espagne, etc. ont beaucoup de préoccupations. Pour vous, quel est le sujet urgent à traiter dès votre élection si vous êtes élu et quelles solutions proposez-vous? Le sujet urgent pour moi, c'est essayer de réconcilier les Mauritaniens avec les services consulaires. Cette élection nous le prouve pour l'ensemble des Mauritaniens établis en Europe. Pour qu'ils puissent participer à cette élection, il faut se déplacer jusqu'à Paris, s'inscrire. Si vous êtes par exemple à Las Palmas, si vous êtes intéressé par cette élection, vous devez venir à Paris vous inscrire. Et ensuite, vous devez revenir à Paris voter. Juste un exemple, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est vraiment se moquer de la diaspora, des Mauritaniens établis en Europe. Centraliser tout à Paris. Ce qui fait que même les gens qui sont à Perpignan, il va falloir faire un sacrifice pour prendre un TGV, venir s'inscrire, retourner encore, payer encore 80 € minimum pour venir. Donc ça ne fait pas sérieux. Et ça, c'est un petit détail qui illustre. Et la deuxième chose, c'est nos compatriotes, ils disent qu'ils sont mal accueillis dans les consulats, dans les ambassades. Donc, l'un de mes premiers chantiers, c'est de réconcilier les Mauritaniens avec les consulats, avec ceux qui sont ici censés nous représenter. Et concrètement, quelle est la solution? Quelle est la solution? La solution, en tant que député, notre rôle, c'est de légiférer, c'est de faire des propositions. C'est de discuter aussi par le dialogue. Parce qu'en fait, on a compris que selon les ambassadeurs qu'on nous envoie, il y en a certains qui sont plus ou moins plus ouverts aux discussions, qui sont plus ou moins à l'écoute de nos compatriotes. La problématique de l'enrôlement l'explique. À un moment donné, on exigeait aux Mauritaniens voulant s'enrôler, on exigeait la carte de séjour. Et à un moment donné, il y a un ambassadeur qui est arrivé et par quel miracle, il est arrivé à faire sauter cette exigence. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité d'améliorer les choses, de discuter avec les choses. Moi, en tant que député, je ne peux pas imposer les choses sans discussion avec l'État. Et donc, le député, c'est un porte-parole. Son rôle, c'est d'améliorer les conditions de vie, les conditions administratives de ses concitoyens. Et donc, c'est par un dialogue avec l'administration que ça va se faire. Mais je serai leur porte-parole et c'est des premières questions auxquelles je vais m'attaquer une fois, en tout cas moi, nommé élu député. D'accord. Alors, il y a l'idée du Haut Conseil de la diaspora qui a émergé. Ouais. D'ailleurs, cette idée reprise par d'autres candidats, etc. Ouais. Que pensez-vous du Haut Conseil de la diaspora? Est-ce qu'il faut une instance représentative
qu'est-ce qu'il faut un organe ici par exemple en France ou ailleurs sur le territoire européen par exemple? Cette question est en bonne place dans les propositions que j'ai faites, dans mon programme. D'accord. Bon, et je n'ai pas attendu personnellement d'être investi pour cette élection pour un peu m'attaquer à cette question. L'actuel député sortant et d'autres sont témoins. On a eu déjà dans le passé à essayer de travailler sur la mise en place du Haut Conseil des Mauritaniens. Mais ça a toujours capoté parce que chacun a son propre agenda, a ses propres idées. Donc effectivement, je remets les choses sur la table. Effectivement, je propose la mise en place du Haut Conseil des Mauritaniens établi en Europe. D'abord, dans une première structure au Conseil, mais ensuite une structure par État. C'est-à-dire qu'il y aura d'abord, par exemple, le Conseil des Mauritaniens établi en France, le Conseil des Mauritaniens établi en Espagne, et l'ensemble de ces conseils établis dans les États vont donner le Haut Conseil des Mauritaniens établi en Europe. Il y a besoin de cette structure pour un peu organiser la diaspora, pour un peu permettre un socle à la diaspora, un moyen de concertation. Alors, on a d'autres questions, on va passer à un autre Oui. point. On sait que les Mauritaniens ou la diaspora, de manière générale, envoient énormément d'argent au pays. Ils jouent un rôle important au niveau de l'économie. Pour vous, quel est le poids en fait, économique de cette diaspora? Est-ce qu'on pourrait envisager des investissements, par exemple? Que pensez-vous de cela? Bien sûr que la diaspora a un poids énorme. On contribue énormément à l'économie, à l'envoi. Je pense qu'il n'y a pas un Mauritanien qui ne peut pas, minimum 2 mois, pour ne pas dire chaque mois, envoyer de l'argent à la famille. Donc effectivement, on a un poids et il y en a beaucoup qui viennent et qui ont capitalisé et qui souhaitent investir. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, il y a des possibilités d'investir en Mauritanie. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, le MEDEF, en personne, le MEDEF, le patronat français était en Mauritanie pour discuter investissement. Donc si le MEDEF arrive et s'intéresse à l'investissement, donc c'est tout à fait normal, naturel que les Mauritaniens établis en Europe puissent investir. Et les banques mauritaniennes, certaines banques ont des produits à destination de ces Mauritaniens. Il existe. Par contre, il faudrait que l'État essaie d'organiser cela. Par exemple, ne serait-ce que le ministère de l'économie centralise un peu un guichet unique pour les Mauritaniens d'Europe. Essayer de les orienter vers les investissements. On va passer aux questions parce qu'il y a encore beaucoup de questions, il ne nous reste pas énormément de temps. Comment établir le lien entre les Mauritaniens de la diaspora avec le consulat, l'ambassade et avec le pays? Mais ce lien n'existe pratiquement plus, il est rompu. Alors vous avez vu que cette question-là, est-ce que vous pouvez développer un peu plus, s'il vous plaît? Je développe un peu rapidement. Plus. Ça veut dire que je dis que l'ambassade, le consulat, ils sont nommés pour être au service de la diaspora, pour répondre à leur service. Malheureusement, il y a des difficultés. La diaspora se plaint du mauvais accueil, des retards dans l'accès à tout ce qui est documents administratifs, ne serait-ce que la question d'essayer d'amener une dépouille, un cercueil en Mauritanie. Les gens ont énormément de difficultés. Je vous l'ai dit, c'est une question qui peut être résolue par la discussion. Le rôle d'un député, c'est de porter ces questions au devant et d'essayer avec les autorités de trouver un moyen pour améliorer ces choses. Par exemple, essayer de numériser les demandes. Ça s'est fait, on est en France, c'est possible. Que le Mauritanien qui soit à Toulouse ne soit pas obligé de venir jusqu'en France. D'accord. Il peut faire déjà les démarches. On a compris, une dématérialisation à mettre en place. D'accord. Il nous reste 2 questions. Il y a 15 candidats en lice. Pourquoi on devrait voter Baba Ahmed Al-Khair à l'élection législative? Pourquoi on devrait voter pour vous? Parce que déjà, je suis investi par un parti qui compte au niveau des instances politiques en Mauritanie, une partie qui a toujours été animée par l'un de nos plus grands leaders, M. Abdel Belkhar, vous l'avez cité en introduction, un parti qui appelle à l'unité nationale, où chacun trouve sa place. Et moi, je vous ai dit que je n'ai pas attendu justement d'être investi pour commencer. Ça fait un moment que je travaille pour la communauté établie en France. Donc,
là, je pense que par cet investissement, je gagne le fruit de mon action auprès de mes compatriotes. Et donc, ils savent que si je suis investi, je vais m'occuper de leurs problématiques. Je n'ai pas attendu justement d'être investi pour commencer à proposer des actions, que ce soit des animations socio-sportives, culturelles, des animations sociales. Donc ça fait un moment que je suis sur le terrain de la diaspora, y compris politiquement aussi, s'il faut parler de politique. Donc me faire confiance, c'est vraiment faire confiance à quelqu'un qui est installé en famille depuis une vingtaine d'années, qui connaît les préoccupations de la diaspora et qui va essayer de résoudre justement les problématiques de la diaspora. Donc voilà, voilà. La dernière question, l'emblème de votre parti. Donc, sauf erreur de ma part, il y a 2 arbres sur le logo ou l'emblème de votre parti. Ouais. Qu'est-ce que cela représente? Cela représente l'enracinement, la fertilité. D'accord. L'enracinement de quoi? De qui? L'enracinement l'enracinement dans quoi? Par rapport à quoi en fait? L'enracinement dans le pays, ça représente la fertilité, ça représente l'espoir. Donc un arbre solide, c'est la solidité. Donc voilà, c'est ça, à la fois c'est ça l'emblème. D'accord. Baba Ahmed El Khair, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie beaucoup parce que ils ne sont pas nombreux ceux qui accordent la parole avec équité à tous les candidats. Donc je vous remercie pour votre professionnalisme aussi. Chers compatriotes, c'est la fin de cet entretien. Baba Ahmed El Khair, je vous souhaite une bonne fin de campagne. Merci. Et bonne chance à vous pour l'élection législative. Merci. Merci. Eli Khabbas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le représentant du parti Hatem et Islah pour ces élections législatives que vous représentez pour être le député des Mauritaniens de l'étranger, zone Europe. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter à toutes ces personnes? Tout d'abord, merci pour cette occasion que vous m'avez offert aujourd'hui pour parler aux diasporas en Europe et surtout en France, sachant qu'aujourd'hui on n'a pas un moyen de communication pour passer un message à l'ensemble des diasporas parce que RMI essaie de faire ce qu'il peut. Et je pense que vous avez eu l'occasion et l'initiative aussi de le proposer. Je vous remercie une deuxième fois. En ce qui me concerne, je suis Eli Khabbas, je suis ingénieur de formation d'informatique. Je suis titulaire d'un master maîtrise d'informatique à la gestion de l'université de Nouakchott en Mauritanie, avant d'arriver en France en 2004, en 2005 où j'ai fait le master D en informatique à Toulouse. Après Toulouse, je suis arrivé ici à Paris en 2007 où je commençais à travailler dans le domaine d'informatique, finance, comptabilité et banque. À ce jour, j'ai 17 ans d'expérience en informatique et finance et du coup, c'est la première fois que je présente à ces élections. Je suis aussi titulaire d'un diplôme Master 2 MBA de Management Général à l'Université de Paris-Sorbonne. Ok, vous n'êtes pas que des compétences, vous avez aussi un certain militantisme, je suppose. Appartenir au parti Hatem, c'est quelque chose, au parti Islah qui sont coalisés, en tout cas pour que vous représentez cette candidature. D'un point de vue politique, qui vous êtes? D'un point de vue politique, en fait, je ne suis pas un politicien de base. En fait, c'est la première fois que je me présente pour cette élection de façon directe parce qu'en fait, comme vous le savez, la diaspora, le député de la diaspora avant, c'était élu de suffrage indirect, c'est-à-dire qu'en fait, c'était élu en général par ses copains en Mauritanie. Et en fait, cette année, le gouvernement, ils ont décidé de changer cette règle et c'est l'occasion pour les diasporas de choisir un député, un représentant et j'espère être ce représentant. En ce qui me concerne politiquement, en fait, je regardais en fait la sphère politique en Mauritanie depuis des années et je vois ce qui se passe. Malheureusement, la situation en Mauritanie n'a pas du tout changé. On est toujours avec le problème qui rencontre uniquement la Mauritanie, le problème de l'unité, le problème de l'économie, le problème social, ainsi de suite. Et en plus à ça, il faut rajouter aussi le problème de législation concernant, par exemple, le recensement qu'on a vécu, qui était concentré à Paris pour l'ensemble de l'Europe. Je trouve que ce n'est pas acceptable et pour cette raison, en fait, j'ai décidé de me présenter. J'ai pris contact avec, et du coup, j'ai pris contact avec les partis politiques mauritanien et j'arrivais à faire... Avec lesquels, INSAF peut-être? J'ai pris contact avec Hatem et Islah parce que c'est des partis politiques avec qui j'ai de très bonnes relations depuis des années et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire en coalition avec ces partis. Alors aujourd'hui, vous êtes candidat pour les élections législatives, on a dit, pour être le député de
la Mauritanie, des Mauritaniens de l'étranger zone Europe. Pour vous, quelle est l'urgence qu'il faut traiter rapidement pour les Mauritaniens de la diaspora, précisément ceux qui vivent dans la diaspora en Europe? Pour moi, en fait, je pense que le problème de Mauritaniens dans la diaspora, soit en Europe ou soit ailleurs, c'est toujours le même problème. En fait, le problème de relation avec l'État, c'est-à-dire le problème de recensement, d'enrôlement, ainsi de suite. Et ça, c'est un problème qui date depuis 10 ans, sauf qu'aujourd'hui, si on constate que en fait, c'est l'axe prioritaire pour l'ensemble des candidats, tout simplement parce que si vous rencontrez aujourd'hui des Mauritaniens en Europe, vous constatez que c'est toujours le même problème, les gens qui se déplacent à Paris pour faire le recensement, ainsi de suite, et d'autres problèmes de papier. Et du coup, pour moi, je pense qu'en fait, le premier axe sur lequel je veux travailler pour moi, c'était en fait d'établir le lien entre les Mauritaniens et leur structure représentative, c'est-à-dire l'ambassade, le consulat et l'état civil, et via mise en place d'un service de proximité. Et je trouve que ça appelle deuxièmement aussi création des liens, parce qu'aujourd'hui, la Mauritanie... Les liens, vous pensez qu'ils sont distendus? Oh, bah, je ne pense pas, je suis sûr, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une association, il n'y a pas un groupe qui regroupe tous les Mauritaniens en France, ce qui fait qu'en fait, il nous manque un registre de diaspora, déjà, pour qu'on puisse s'adresser, et ce registre, malheureusement, n'existe pas auprès des partis politiques, ni auprès de système de gouvernance. Il y a certains qui ont proposé justement, peut-être c'est de ça que vous parlez, l'idée de mettre en place un haut conseil de la diaspora. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est utile? Je pense que pour moi, en fait, un haut conseil de la diaspora, je pense que déjà en Mauritanie, économiquement, on a trop de conseils, conseil économique social, au conseil de la justice. Jeunesse, au conseil de la jeunesse. Qu'en fait, que l'argent public va être gaspillé dans tous ces conseils. Moi, je pense qu'en fait, il faut qu'on active les cellules de coopération au ministère des Affaires étrangères, parce qu'il y a une cellule pour le Mauritanien à l'étranger. Il faut qu'on active ces cellules et ces cellules aura des représentants des ambassadeurs de consulat qui a la possibilité de faire le travail. On peut faire en fait des commissions mixtes pour représenter, pour que les Mauritaniens diaspora sans mettre en place un haut conseil. En fait, Qu'est-ce qui serait très onéreux, vous pensez? À mon avis, si on regarde aujourd'hui le Haut Conseil, soit de la justice, soit de économique et sociale à Mauritanie, on a des questions à poser sur le bilan. Du coup, je pense qu'en fait, il faut qu'on essaye d'alléger la structure du gouvernement, c'est-à-dire la structure administrative, et essayer en fait qu'il n'y aura pas en fait de problème de conflit en fait au niveau des administrations. Alors justement, restons sur le point un peu économique. La diaspora, quand on parle de la diaspora, on pense souvent à l'apport économique. Est-ce que c'est ça? Mais est-ce que c'est seulement ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose encore? Je pense qu'en fait, pour moi, je pense que pour la diaspora, il y a énormément en fait d'appui pour la diaspora concernant l'apport économique. Mais à ce titre, en fait, l'apport économique pour le Mauritanien à l'étranger, pour moi, il n'existe pas franchement parce qu'en fait, ce n'est pas matérialisé par un système de transfert, par des banques ou par des représentations. Représentés par des envois d'argent avec des méthodes qui sont totalement classiques et ne rentrent pas dans la technicité de l'économie. C'est pas innovant. Ouais. C'est pas innovant. Et à ce titre, en fait, je pense qu'en fait, il faut que moi, parmi les idées que je veux proposer, en fait, c'est de voir une représentation du système bancaire en Mauritanie, soit par les institutions de l'État, par de banques privées, pour établir cette lien. Deuxièmement, il y a aussi l'aspect culturel. Parce que la diaspora en Mauritanie, en France, en fait, c'est de culture, c'est des ingénieurs, c'est des docteurs, c'est des gens qui sont très compétents dans leur domaine. Dans leur domaine, il faut absolument que l'État et les systèmes profitent des compétences de l'ensemble des Mauritaniens à l'étranger pour essayer en fait de schématiser un schéma global et de faire un vrai service public. Et bien sûr, l'aspect culturel et sportif, parce qu'on constate en ce moment qu'il y a beaucoup de grands joueurs mauritaniens dans les championnats en France ou en Espagne, mais nous n'avons pas une structure pour cadrer ça. Malgré qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais il faut absolument qu'on établisse les liens entre le Mauritanien né en France, en Europe, à l'étranger, avec la Mauritanie. Et alors, ça n'est pas important. Une question rapide qui nécessite, s'il vous plaît, une réponse rapide également. Vous qui avez été étudiant, quand vous voyez qu'il y a la maison de la Tunisie à la Cité internationale universitaire, qu'il y a la maison du Maroc ou d'autres pays qui nous sont très proches, est-ce que c'est utile pour la Mauritanie d'en avoir une? Je pense qu'en fait, vous avez parlé de Maroc et de Tunisie, mais vous n'avez pas parlé d'Algérie. L'Algérie n'a pas de maison
parce que l'Algérie était considérée comme une province en France. Et ça, en fait, à l'époque, en fait, la Mauritanie, elle n'avait pas assez des étudiants. Il n'avait pas assez de Mais aujourd'hui, est-ce que c'est utile? Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, je pense qu'en fait, plutôt d'établir des liens avec le système de CNUS et CNUS pour héberger les étudiants, pour les accueillir, plutôt de voir une maison pour la Mauritanie. Je pense qu'en fait, en termes financiers, ça coûte cher. En termes de structure, ça coûte encore plus cher en termes administratifs. Il faut qu'on arrive déjà à gérer les ambassades et les consulats et les services. On aura entendu votre réponse. Il y a 14 autres candidats. Pourquoi il faudra choisir le candidat Elie Khabas? Je pense qu'en fait, le choix des candidats, pour moi, doit se porter sur un programme. Et chaque personne doit trouver, en fait, pour répondre à des exigences et des difficultés que les Mauritaniens à l'étranger, la diaspora. Je pense qu'en fait, la différence principale que j'ai eue avec les autres candidats, peut-être, en fait, premièrement, de changer la vision démocratique qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi, du fait qu'aujourd'hui, il y a 6 000 inscrits en France, à peu près, pour l'Europe, je trouve que déjà à Paris, je pense qu'à la région parisienne, il y en a plus. Ouais. Je pense qu'en fait, je veux mettre en place un système d'inscription sur la liste électorale par correspondance, par Internet, et aussi offrir la possibilité pour la diaspora de voter à distance. Deuxièmement, je vais élargir la constitution diplomatique pour voir des consulats, pour essayer en fait de proposer la tête de voir des consulats dans certains grands pays de l'Europe. Et dernièrement, proposer en fait de faire un registre pour tous les Mauritaniens à l'étranger pour qu'ils seront accompagnés et créer un carte consulaire. Dernière question pour finir, on est pris par le temps désormais. C'est rapide. Hein? Oui, c'est rapide. Alors, puisqu'il y a également d'autres candidats qu'on va recevoir, quand on pense à Islah et à Hatem, on voit des clés, on voit aussi la tête d'un aigle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer que signifient ces icônes qui représentent les partis qui vous soutiennent? Alors, pour moi, en fait, pour la partie Hatem, c'est une partie que tout le monde connaît, c'est présidé par le président Saleh Al-Hanana, qui était l'un des anciens militaires mauritaniens qui a milité pour les changements, et c'est lui qui était la clé de tous les changements qu'on a aujourd'hui, parce que c'était en 2003 et 2014 avec le coup d'État qu'il a organisé avec ses forces. Et du coup, en fait, c'est une force pour changer et pour la sérénité. Deuxièmement, pour l'Islah, en fait, Mohamed Ould-Taleb, le président de l'Islah, c'est un avocat de mauritanien. Et du coup, c'est quelqu'un qui connaît en fait la structure de l'État, il sait où il veut pour changer. Et c'est important qu'en fait, pour moi, pour changer quelque chose, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et à ce titre, je demande à tous les diasporas de voter pour moi dans cette élection. C'est la liste numéro 3, numéro 6. Il ne faut pas se perdre. Hein? Ouais. C'est la liste numéro 6 qui... pour la partie Hatem et l'Islah, et voter aussi pour l'ensemble de candidats de députés pour le Parlement national pour l'Islah et Hatem. Comme ça, on va être ensemble. Merci Elie Khabas d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, place à un nouvel invité. Merci beaucoup. Bonsoir Monsieur Ba. Bonsoir. Vous êtes candidat de l'AJDMR, Alliance pour la justice et la démocratie, mouvement de rénovation, qui est soutenu par la coalition CVE Vert. Aujourd'hui, vous sollicitez le suffrage des Mauritaniens de la diaspora, puisque vous voulez être député des Mauritaniens de l'étranger pour la zone Europe. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour les Mauritaniens de la diaspora? Oui, je suis Boubacar Oumarba, donc aujourd'hui je suis porte-parole de l'AJDMR, effectivement. Je suis un militant de longue date, puisque ça fait 36 ans que je suis militant pour ce que j'appelle la cause nationale. Et je me présente effectivement aux élections législatives au titre de député de la diaspora section Europe. Et aujourd'hui, j'ambitionne effectivement d'aller à l'Assemblée nationale pour y porter la voix de la diaspora mauritanienne en Europe. Alors, quel est le sujet urgent aujourd'hui pour les Mauritaniens de la diaspora? Le sujet qui doit être traité en priorité selon vous, et quelles solutions vous proposez? Alors, presque tous les sujets sont prioritaires. Il se trouve cependant que je fais le constat de l'invisibilité de la diaspora, et je le dis pendant toute la campagne. Donc la priorité, c'est d'abord que la Mauritanie, pas pour la diaspora, mais que la Mauritanie se rende compte que la diaspora est un atout. Et pour cela, évidemment, il y a plusieurs chantiers qui concernent la diaspora. Il y a le chantier des retraités, il y a le chantier des étudiants, il y a le chantier, évidemment, de l'enrôlement des Mauritaniens ici au niveau de la diaspora, il y a le chantier du rapprochement des services consulaires auprès des Mauritaniens pour qu'ils puissent être sur le territoire européen. D'accord. Et si vous devez choisir un sujet en priorité,
il y en aura forcément un par lequel vous allez commencer quand vous allez être élu, si vous êtes député demain. Quelle solution quel serait ce sujet-là et quelle solution proposerez-vous aux Mauritaniens de la diaspora? L'idée novatrice chez moi, c'est celle de la diaspora considérée comme une région. Donc la diaspora comme région, qui va se matérialiser à travers la création du Haut Conseil de la diaspora, le Haut Conseil des Mauritaniens de l'étranger, dans lequel serait représenté l'ensemble des associations villageoises, une partie évidemment de l'administration consulaire pour représenter l'État, mais également les représentants des organisations des droits de l'homme. Parce que je pense que cette institution serait en capacité de porter l'ensemble des préoccupations de la diaspora. D'accord. En réalité, c'était ma prochaine question. Je voulais vous demander, est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui pour vous de se doter d'un haut conseil pour la diaspora? Donc, si ce haut conseil voit le jour, par quel processus? Comment allez-vous faire? Est-ce que vous allez porter une proposition de loi à l'Assemblée? Est-ce que vous allez militer? Comment envisagez-vous de mettre en place ce haut conseil en fait? Moi, si je suis élu, je serai député. Et un député, par définition, c'est celui qui fait des propositions de loi. Donc, le but, c'est évidemment de faire une proposition de loi. Ça supposerait que ce soit une loi organique, parce que ça supposerait un changement de la Constitution, et qui aboutirait effectivement à la création d'une énième région, qui serait la région diaspora. Ça, c'est la procédure classique pour un député. Mais si cela ne passait pas, bien évidemment, parce que je serais minoritaire, je porterai le combat ailleurs avec les gens de la diaspora, mais avec l'ensemble des Mauritaniens qui sont convaincus évidemment du bien fondé de cette proposition-là. Ça appelle évidemment à des questions de manifestation, à des questions de conférences de presse, en tout cas un plaidoyer qui permettrait… Du lobbying par exemple. Voilà, tout. Un réseautage qui permettrait évidemment de rendre cette idée-là incontournable. D'accord. On a constaté, on le constate tous les jours d'ailleurs, que le lien est rompu entre les Mauritaniens de l'étranger, de la diaspora, que ce soit en France, en Espagne, dans les autres pays, avec leur ambassade et les services consulaires, et avec le pays d'origine, en fait, avec notre pays, la Mauritanie. Que comptez-vous faire pour rétablir ce lien, pour tisser le lien, pour faire en sorte que les Mauritaniens aient un contact avec leur ambassade, leur consulat, faciliter les démarches administratives, par exemple? L'idée, c'est d'abord de clarifier les missions de chacune de ces institutions, parce que l'ambassade a une mission diplomatique, et donc ce qui fait que les Mauritaniens ne sont pas très au clair avec ce que devrait faire son consulat, c'est que le consulat ne joue pas son rôle. Parce que c'est le consulat qui constitue la maison des Mauritaniens de l'étranger, au sein de laquelle ils sont censés être accueillis et au sein de laquelle leurs problèmes administratifs et leurs démarches sont censés être réglés. Donc l'idée, c'est évidemment de rapprocher ces services consulaires des Mauritaniens, de clarifier ces missions, de faire en sorte que les outils de communication de ces services soient très clairs, lisibles des Mauritaniens et que surtout ces consulats soient présents partout où sont concentrés des Mauritaniens. D'accord. Aujourd'hui, il y a 14 candidats. Pourquoi aujourd'hui, par rapport, alors, cette question est posée par rapport aux Mauritaniens de l'étranger, de la diaspora, pour quelles raisons on devrait voter Bokar Oumar Ba? D'ailleurs, je crois qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Alors, 15, oui, effectivement, il s'agit probablement d'une erreur. 15 candidats, puisque en fait, entre les candidats déclarés, pas déclarés, etc., certains attendent officiellement des récépissés. Donc, nous, on était sur 14, mais 15. Donc, pourquoi voter Bokar Oumar Ba? D'abord parce que je dis que ma candidature est une candidature militante et que je pense que si on veut porter la voix de la diaspora, il faut avoir la preuve qu'on s'est déjà préoccupé d'elle avant d'être candidat. Et moi, j'ai, comme j'ai dit, une trentaine d'années de militantisme et 25 ans de militantisme sur le terrain ici. Et donc, je pense que si les gens de la diaspora souhaitent avoir quelqu'un pour les représenter à l'Assemblée nationale, il faut quelqu'un qui porte un projet clair et je pense que le mien a l'avantage de l'être. Deuxièmement, il faut qu'ils soient en capacité de le porter à l'Assemblée et je pense avoir les épaules pour. D'accord. Et d'un point de vue économique, comme vous le savez, toutes les diasporas présentes en Europe, je parle des diasporas ouest-africaines notamment, ont un poids considérable au niveau économique. On sait qu'il y a beaucoup d'envoi d'argent qui est fait. À votre avis, quel est le poids de la diaspora et que comptez-vous faire d'un point de vue économique par rapport à cette diaspora? Est-ce que vous allez proposer de l'investissement, etc. Ce genre de choses par exemple? Bon, le poids de la diaspora est connu puisqu'on connaît les réalisations de la diaspora en termes de construction locale, de construction de forages, bref, les investissements que font toutes les associations villageoises au niveau de la Mauritanie. Mais par contre, ce n'est pas très traçable. Les flux financiers ne sont pas très traçables parce qu'ils sont informels malheureusement. C'est là où justement l'idée de faire de la diaspora une région, quand le Haut Conseil de la diaspora deviendra une région, c'est là où la traçabilité pourra se faire et le Haut Conseil pourra soutenir les projets de la diaspora. C'est-à-dire accompagner cette diaspora dans ses projets dans le cadre de la facilitation des démarches administratives, mais également être l'interface entre l'État et la diaspora. D'accord. Deux questions avant de conclure cet entretien. Concernant l'enrôlement, qu'est-ce que vous proposez? Puisqu'aujourd'hui, il y a encore des Mauritaniens qui ne sont pas enrôlés,
qui ne sont pas recensés tout simplement. Ils vivent comme des apatrides, des étrangers sur le territoire. Que faire? Déjà, arrêter de considérer que le recensement de 98, le RANVEC de 98, est un critère essentiel pour enrôler les Mauritaniens. Parce que ce RANVEC lui-même a été très mal conduit et donc a laissé sur le bord du chemin plein de Mauritaniens. Donc ça, c'est un verrou déjà qu'il faut lever. Je pense que nous pouvons nous faire confiance. Nous ne sommes que 4 millions d'habitants. Ils ne sont pas plus. Donc il y a de la place un peu pour tout le monde. Et les Mauritaniens se connaissent. Donc il faudrait faciliter là davantage les critères d'enrôlement pour les Mauritaniens. Et notamment pour les Mauritaniens de la diaspora, parce qu'ils ne sont pas seulement confrontés au fait de ne pas avoir des papiers mauritaniens. Ils sont confrontés aussi à des enjeux d'employabilité ici qui font que s'ils n'ont pas leurs papiers mauritaniens, ils continuent la galère qu'ils connaissent depuis. D'accord. Dernière question sur l'emblème de votre parti. Que signifie l'emblème de votre parti? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que nous avons une vache et qui ont tendance à avoir des interprétations un peu fantasmagoriques autour de cette vache. Malheureusement, ils ne le connaissent pas. Il y a une petite histoire que je vais raconter aujourd'hui. C'est que quand Ibrahim Mokhtar Sarr a été candidat en 2007, il a fait le tour des régions. Il a été dans une des régions, je ne sais plus si c'est la Saba ou le Guy-de-Maha, où il a rencontré évidemment un vieux berger qui lui a dit écoutez, votre candidature me plaît. Moi, je n'ai que cette vache, je vous l'offre pour signifier mon adhésion à votre candidature. Voilà la signification de cette vache. Donc c'était pour rendre hommage à un berger? C'est pour rendre hommage à un vieux monsieur qui n'avait rien d'autre à exprimer que de faire un don de ce qu'il avait de plus précieux au candidat Ibrahim Mokhtar Sarr. Et nous avons voulu magnifier cela et c'est tout. Il n'y a rien d'ethnique, il n'y a rien d'ethnocentrique là-dedans. C'est simplement pour magnifier quelque chose qui appartient à Mauritanie. Il aurait pu être de n'importe quelle ethnie de Mauritanie. D'accord. Merci de m'avoir donné l'occasion de lever cet équivoque. D'accord. Du coup, il n'y a plus d'ambiguïté. Juste un dernier point. À part la CVE, CVE vert, vous êtes soutenu par qui d'autre en fait? C'est déjà pas mal la CVE, CVE vert. Oui. C'est quand même presque l'ensemble de l'opposition qui fait de la question nationale une question centrale dans la campagne. D'accord. La CVE vert comporte déjà plein de partis politiques. Et la CVE tout court comporte aussi d'autres partis politiques. C'est les MPR de Kanabidou Baba, c'est le PLEJ, c'est la JDMR, c'est les FPC et c'est d'autres mouvements aussi comme Touche pas à ma nationalité. Et je suis soutenu localement ici par presque l'essentiel des organisations de droits de l'homme. D'accord. Vous prenez l'AVO, toutes les organisations de droits de Et l'homme. j'imagine que vous êtes allé à la rencontre des Mauritaniens dans différentes régions, parce que là notamment nous sommes à Paris. À Paris, vous avez été à la rencontre des Mauritaniens sur le terrain directement. Alors, vous faites campagne exclusivement sur les réseaux sociaux peut-être? C'est une question, hein. Non, ce n'est pas une affirmation. Pas du tout, pas du tout. J'ai été à Orléans par exemple, mon équipe de campagne, ma suppléante a été à Rouen, je m'apprête à aller à Bruxelles, je suis à Paris alors que j'habite Strasbourg. Donc oui, effectivement, je fais un peu le tour de ce qui est possible de faire en tout cas dans ce temps imparti pour rencontrer les Mauritaniens de la diaspora. C'est la fin de cet entretien, chers Mauritaniens de la diaspora. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Ba. Bonne fin de campagne et bonne chance pour l'élection législative. Merci. Merci à vous. Bonsoir Issa Massega Diawara. Bonsoir. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Vous êtes le candidat du parti El Insaf, le parti du président de la République, il faut le dire, le parti au pouvoir aujourd'hui, pour être le député des Mauritaniens de l'étranger. Vous l'avez été la dernière fois, c'était par une désignation au sein de votre parti. Cette fois-ci, vous briguez devant le suffrage des Mauritaniens de l'étranger. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter à toutes les personnes qui nous regardent? Je remercie encore Riminfo pour son professionnalisme et le travail de journalisme qu'il mène depuis quelques années ici en France, dans le landerneau politique mauritanien en général, et pour aussi la couverture qu'il fait par rapport aux élections qui vont se dérouler le 13 mai 2023. Et je me dois d'abord de rectifier quelque chose. L'intro, oui. Le fait de dire que j'avais été désigné par mon parti n'est pas tout à fait approprié. La dernière fois, il s'est agi d'une élection, mais indirecte. C'est les députés qui sont élus au niveau national qui m'ont élu, et non pas une désignation comme ça issue du parti. Cela dit, bon, pour me présenter, je suis Diawara Issa Massega. Je suis originaire de Bouly, je vis en France depuis 1992. J'ai fait des études d'économie, de planification, ensuite de gestion de projets d'affaires. Je travaille dans le social et depuis
4 ans, disons, je suis député pour représenter les Mauritaniens de l'étranger en Europe au niveau de l'Assemblée nationale. Ok. Vous avez représenté les Mauritaniens au moins depuis ces 4 dernières années. Issa Diawara, qu'avez-vous fait de remarquable, de tangible pour que les Mauritaniens qui vont voter cette fois-ci au suffrage direct aient confiance en vous pour qu'ils votent pour vous? Comme vous le savez, être député, c'est être dans la représentation d'une circonscription, mais de manière générale, être dans la représentation nationale. Et le rôle du député, c'est d'abord de voter des lois, et d'en proposer aussi et de voter. Ensuite, de faire un plaidoyer par rapport à un certain nombre de sujets qui représentent des sujets de préoccupation des citoyens qu'on représente. Demander à un député son bilan, c'est demander au député d'évoquer en quoi son plaidoyer par rapport à sa majorité, certaines questions ont pu connaître une avancée. Aujourd'hui, tout le monde sait que la double nationalité a été adoptée. C'est une lutte qui était là, qui a été menée par l'ensemble de la classe politique de tous bords depuis plus de 30 ans, mais qui n'a pas connu d'aboutissement. Je me dois de dire que le 20 janvier 2021, quand le président de la République, Merchi Al-Ghazouani, est venu en visite ici en France, j'ai eu l'honneur d'être reçu par lui et de lui proposer un certain nombre de questions qui sont des questions essentielles pour la diaspora. Dont la question de la double nationalité. Au premier rang desquels la question de la double nationalité. Il a pris l'engagement de faire constituer une commission technique qui va y réfléchir et que très prochainement que la loi va être adoptée. Mais cette promesse figurait quand même un peu dans son programme, même quand il était candidat. Oui, vous savez, c'est vrai que c'était dans son programme. Néanmoins, nous, en tant que députés, quand une question essentielle tient à nos concitoyens, nous devons l'évoquer sans cesse pour que cette question connaisse une réalité. Et vous savez très bien que ce n'est pas le cas de notre président, mais beaucoup de candidats à la présidentielle promettent monts et merveilles, mais une fois élus, ces promesses sont vite oubliées. C'est un rappel, on l'a suivi et on a fait du lobbying aussi auprès des ministères, de tous ceux qui sont concernés par la question, notamment le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et nous-mêmes en tant que députés, un certain nombre d'entre nous, nous avons constitué une association qui s'appelle Union des bureaux de communautés mauritaniennes dans le monde. Cette association aussi a fait un plaidoyer sur cette question et c'est tout ça qui a fait qu'à un moment donné, la question a été traité, ça a été soumis à un conseil des ministres, adopté, ensuite c'est venu à l'Assemblée nationale pour être adopté. Ça, c'est quelque chose à figurer au bilan de notre majorité dont je fais partie et je fais partie de ceux qui ont défendu cette loi. Autre chose. Aujourd'hui, j'aimerais juste que vous en arriviez à aujourd'hui. Aujourd'hui, M. Diawara, pour vous, quelle est l'urgence pour la diaspora? Vous qui les connaissez, vous qui les représentez, si on peut dire, leur voix depuis 4 ans déjà, pour eux, quelle est l'urgence et sur laquelle vous pouvez faire quelque chose éventuellement? L'urgence pour la de la diaspora plutôt, c'est la question de la citoyenneté. C'est essentiellement la question de la citoyenneté. Est-ce qu'il y a eu des loupés lors des derniers recensements? D'où ça vient? Non. Il faut dire qu'en matière de reconnaissance des Mauritaniens de l'étranger, nous sommes beaucoup en retard. Nous, Mauritaniens, nous sommes beaucoup en retard. Figurez-vous que c'est seulement il y a 1 an que la loi sur la double nationalité a été actée. Ce qui veut dire que parmi les Mauritaniens de l'étranger, beaucoup avaient des difficultés à accéder à l'état civil. Et d'ailleurs, ils sont combien? Vous qui êtes député, en tout cas, qui avez quand même une certaine voix qui porte avec peut-être l'ambassade, à combien sont estimés les Mauritaniens en Europe?
c'est impossible de l'estimer parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles. Donc je ne pourrais pas m'hasarder à donner des chiffres comme ça. Je sais qu'on est relativement nombreux, ça c'est certain. Et 6 000 inscrits pour ces élections 6 000, moins 4 personnes. Ouais. Exactement. Et certains ont évoqué aussi l'idée de mettre en place un haut conseil de la diaspora. Est-ce que c'est une idée à laquelle vous adhérez? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou bien on fonctionne autrement? J'y adhère et j'y travaille. Pour information, depuis février 2021, il y a un projet qui est conduit par l'OIM, l'Office international de l'immigration, sous la supervision du ministère des Affaires étrangères, sur un projet qu'on appelle projet de mobilisation stratégique de la diaspora mauritanienne pour le développement socio-économique de la Mauritanie. À la fois, c'est un projet qui vise à impliquer les Mauritaniens, leurs compétences, leur expertise, et tous les porteurs de projets en vue de participer au développement national. Mais à terme, c'est un projet qui vise surtout à structurer les Mauritaniens de l'étranger autour d'un organe fédératif. Maintenant, l'appellation découlera du projet tel qu'il va être clôturé et conclu à la fin. Ça peut être un haut conseil, ça peut être une délégation. Ce n'est pas le nom qui en soi importe, mais plutôt le cadre et l'organe qui va jouer ce rôle pleinement pour que les Mauritaniens de l'étranger aient une voix qui porte et qui ait une forme de regroupement pour que efficacement, lorsqu'on a des choses à demander, à soumettre aux hautes autorités de tutelle des Mauritaniens de l'étranger, que ça soit défendu avec plus d'efficacité. Monsieur Diawara, certains constatent et disent, vous l'avez dit même, des problèmes liés à l'état civil, que la relation avec les Mauritaniens, leurs autorités ici consulaires, notamment l'ambassade, est un peu distendue. Est-ce que c'est ce que vous constatez? Est-ce que vous avez des solutions pour cette problématique? Il faut aussi à chaque fois avoir une référence pour évoquer les questions de manière objective et voir qu'est-ce qui a été fait et vers où on peut aller. La réforme de l'état civil actuel a été mise en place en 2011. Ici, ça a commencé en 2012. Tout le monde sait qu'au départ, les conditions étaient telles que très restrictive. Oui, enfin trop lourde. Il y avait énormément de conditions qu'il fallait remplir. C'était pour moi une forme de chemin de croix pour nos citoyens pour accueillir l'état civil qui est un droit fondamental. Mais à force de lutte, les conditions ont été relativement allégées. Au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, il faut dire que très peu de cas sont encore restés insatisfaits. Avec la double nationalité par exemple, il y a tous ceux qui étaient titulaires de la double nationalité qui étaient contrariés par cette condition, qui ont pu être enrôlés énormément. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une telle affluence à l'ambassade. Et puis les binationaux, la deuxième génération notamment, qui ne pouvait pas aussi être enrôlé, a été enrôlé. Le seul cas aujourd'hui qui pose problème concerne les cas de personnes qui n'ont pas été recensées en 1998. Et pour ce cas-là, il faut passer devant une commission d'identification. Or, cette commission n'a pas été établie à l'étranger, nulle part. D'ailleurs, pour beaucoup de gens ici actuellement, quand ils ont des difficultés de ce type, et qu'au niveau de l'administration française, ils ont des blocages pour ne pas pouvoir présenter leur passeport ou l'acte de naissance biométrique, moi, je leur propose d'aller en Mauritanie et je suis en relation avec l'état civil central pour que dès que les Mauritaniens qui sont dans ce cas arrivent là-bas, leur cas soit soumis directement aux commissions sur place pour qu'en 2 ou 3 semaines, ils trouvent une solution à cette difficulté. Mais ça reste encore très difficile parce qu'il y a l'obligation d'aller sur place. Se déplacer, oui. Voilà. Maintenant, moi... On est pris par le temps. Oui, on est pris par le temps. Donc, par rapport à ça, moi, ce que je propose, c'est effectivement qu'il y ait
un allègement total des conditions. Qu'on ait des documents, qu'on n'ait pas de documents, que les Mauritaniens, quels qu'ils soient, et dès lors qu'ils peuvent présenter un témoin pour dire ces derniers Mauritaniens qu'ils soient recensés. Et on est là-dessus, je pense que ça peut connaître, ça peut être ça la solution. Alors, maintenant, vous avez parlé de relations difficiles avec l'ambassade. L'ambassade. Il n'y a pas de graves difficultés. Tant que ça, il y a certainement un problème de communication. Moi, je propose 2 à 3 solutions. Il y a un problème de communication d'une part, il y a un problème aussi de sensibilisation de nos citoyens. Par exemple, je vais évoquer juste un seul point, si vous me le permettez. On vous écoute. Pour le renouvellement du passeport. Il y a beaucoup qui se plaignent du fait que les délais de rendez-vous sont longs. Qu'on n'arrive pas à avoir un rendez-vous au téléphone comme il se doit. Non, au téléphone, on peut l'avoir, pas toujours, mais on peut l'avoir. Que la personne décroche, c'est plus compliqué. Il n'y en avait pas du tout. Ça, c'est un progrès que nous avons pu réaliser, le fait que l'ambassade maintenant a un standard. Ouais. Il fut un temps où il n'y avait pas de standard. Mais aujourd'hui, avec le standard, c'est difficile d'avoir une personne qui décroche. Ça peut arriver qu'on ne puisse pas avoir la secrétaire, mais avec insistance, on peut l'avoir. C'est déjà un progrès. Si on ne l'a pas, on va sur place, on a le rendez-vous, ce qui n'était pas possible avant. Donc il y a eu des améliorations. Donc par rapport au passeport, je voulais parler de cela. Quand on a un passeport qui a moins de 6 mois d'expiration, on peut aller demander son rendez-vous. Mais les gens attendent jusqu'à ce que le passeport soit totalement expiré pour aller. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a des difficultés. Il faut que les citoyens soient sensibilisés sur cette réalité, qu'ils s'y prennent à temps. Au-delà de ça, pour régler les problèmes de communication, moi j'ai 2 ou 3 solutions. D'abord, qu'on puisse faire des journées portes ouvertes. Il faut les institutionnaliser pour que les citoyens aillent sur place, discutent avec les autorités et que vraiment le rideau de fer qui est là tombe. Ça, c'est d'une part. De 2, il faudrait aussi qu'on ouvre un registre de doléances et de suggestions. Ça permet aux autorités diplomatiques de pouvoir connaître les difficultés et d'être réactifs aussi derrière. Troisième chose, je voudrais qu'il y ait une application numérique qui permette de faire en ligne. Et tout ce que vous dites ici, on puisse faire les choses en ligne. Et c'est ce que vous dites ici, j'espère que vous y travaillez. En tout cas, vous nous le direz à d'autres occasions. J'ai encore 2 questions à vous poser, bien qu'on ait dépassé le temps. Il faut quand même que vous puissiez y répondre comme tous les autres candidats. S'il vous plaît, en une phrase, il y a 14 autres candidats plus vous. Pourquoi il faudra voter pour vous qui avez déjà été député? Pour moi, voter pour moi, ça doit être naturel. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience pour moi. J'ai l'ancrage local, politique, social pour moi. J'ai l'aptitude à être réactif aux doléances de mes concitoyens. Et surtout ce qui est essentiel, j'ai derrière moi un gouvernement et une majorité sur qui je peux m'appuyer pour faire avancer les démarches. Aucun autre candidat ne peut se targuer. J'avais dit en une phrase, justement, parlons du gouvernement et surtout du parti. L'emblème de INSAF, c'est une balance. Pourquoi une balance? C'est l'équité. On a constaté qu'effectivement notre pays souffre d'un déficit énorme d'équité et que la meilleure façon de combattre, c'est d'abord de l'afficher, ensuite d'y travailler pour y mettre en contenu ce dont le chef de l'État il travaille avec son gouvernement. Merci Issa Mansaga Diawara. Je rappelle, vous êtes candidat du parti INSAF pour être reconduit dans votre cas, député des Mauritaniens de l'étranger. Je n'en doute pas, ce sera le cas. Seydou. Djadje, nous arrivons au terme de cette série d'interviews avec les différents candidats qui souhaitent être le député des Mauritaniens de l'étranger zone Europe. Nous vous remercions de nous avoir suivis sur rmiinfo.com. Chaque voix compte. C'est à vous de choisir votre député. Vous inscrits, c'est à vous de faire la différence, d'aller choisir votre député. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Bonne soirée sur rmiinfo.com. Bonne soirée sur rmiinfo.com.